Merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier Madame Barka, qui est une ancienne amie. On a fait l'université ensemble, pour cette initiative, pour avoir pensé à m'inviter à donner cette conférence. C'est avec plaisir, surtout que je donne une conférence dans ma région natale. C'est donc le plaisir est double. Donc moi je suis un pur produit de l'école algérienne, hein, qui s'est perfectionné un peu avec les stages de perfectionnement dans le cadre de la recherche. J'ai fait mon lycée à Sidi Aïch, primaire CEM à Sdouk. Après je suis allé à Babzouar en 87 pour faire sciences exactes, après 2 de chimie, magistère, doctorat. Et je suis allé après faire des post-doc à l'étranger, puis j'ai atterri à Montréal pour continuer vaillamment ma carrière. Donc aujourd'hui, moi je suis spécialisé dans le traitement de l'eau, mais je suis un chimiste de formation. Donc tout ce que je fais dans le domaine du traitement de l'eau, j'utilise la chimie pour faire du traitement de l'eau. Donc essentiellement, je travaille, parce que vous savez, dans le traitement des eaux, il y a 2 types de traitements. Il y a les traitements physico-chimiques, il y a les traitements biologiques. Moi, je suis beaucoup plus spécialisé dans les traitements physico-chimiques. Et dans le traitement des eaux, il y a, vous savez très bien, il y a différents types d'eau. Donc, il y a l'eau potable, il y a les eaux usées, qu'elles soient résidentielles ou industrielles. Vous avez les eaux souterraines, ainsi de suite. Donc, moi, j'ai beaucoup plus tendance à s'intéresser aux eaux usées industrielles, parce que c'est là où il y a beaucoup de défis. Et les matrices sont complexes, les contaminants sont différents et souvent réfractaires, donc il y a beaucoup plus de défis à faire de la recherche en traitement des effluents industriels que de faire de la recherche dans le domaine de l'eau potable. Parce que pour faire de l'eau potable, généralement, on va aller chercher déjà une eau qui est assez propre pour juste rajouter un petit polissage pour faire de l'eau potable. Par contre, l'eau industrielle, elle est tellement complexe. Aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est 2 exemples d'innovation. Je vais vous peut-être raconter 2 histoires, comment naît une innovation dans le domaine du traitement de l'eau. Vous allez vous inspirer probablement pour faire d'autres travaux, parce que on a fait un travail qui a abouti à quelque chose, mais il y a certainement d'autres idées qui vont naître avec ça pour continuer à travailler dessus. Alors, la première technologie, c'est une nouvelle façon de faire du réactif de Fenton. Alors, c'est comment vient la problématique. Souvent au Canada, contrairement à nous, quand on était ici, on faisait comme de la recherche pour faire de la recherche, dans le but de faire des publications pour avancer dans une carrière. C'est légitime, c'est que ça fonctionne comme ça. Mais quand on arrive dans des pays industrialisés comme le Canada, c'est toute une autre façon de voir la recherche. Souvent, on fait de la recherche pour répondre à un besoin industriel, une problématique que l'industrie vient nous ramener. Ici, c'est le cas, donc c'est une entreprise qui fabrique des résines. Et pour laver, quand ils font le lavage des résines, il y a des phénols qui vont être relargués. Donc l'eau qui vient de ces lavages-là, elle est contaminée. Il y a une norme sur les phénols, c'est 2, si je me rappelle bien, je pense 2,5 ppm. Et ici, non, c'est 1 mg par litre, et eux, ils avaient 2,5 ppm. Et puis, souvent, ce qui arrive dans les entreprises, c'est un manque d'espace pour installer des systèmes de traitement conventionnels, qui sont très onéreux, et puis il y a plusieurs étapes de traitement. Parce que pour traiter des phénols, il existe déjà des technologies conventionnelles. Donc, on vient nous ramener cette problématique-là. On essaye de voir comment on peut faire mieux. Alors, les technologies d'oxydation avancée, c'est toute cette famille-là de combinaisons. Mettons, vous allez trouver une combinaison ozone, peroxyde d'hydrogène, où on peut rajouter aussi de l'UV. On fait de la photoélectrochimie, électrochimie.
ainsi de suite. Et puis vous voyez pointer là-haut en rouge le Fenton, le fameux réactif de Fenton. Et vous savez, sur l'échelle des potentiels d'oxydation, le réactif de Fenton, comme vous voyez ici, il est classé juste après le fluor, et donc c'est le deuxième oxydant le plus fort qu'on puisse trouver dans le traitement des eaux. Alors, le réactif de Fenton, comment il fonctionne? C'est selon la réaction qui est pointée là-bas en rouge. Donc, vous avez du peroxyde d'hydrogène qu'on fait réagir avec du fer de plus, et on va donner donc une réaction qui va aboutir à ce qu'on appelle le radical hydroxyle, OH point. Alors, c'est le... Les anciens de Babzoir qui m'appellent. En fait, là-bas, ce que j'ai montré, c'est le radical hydroxyle qui a le potentiel d'oxydation, le fameux 2,8 volts. Alors, la façon conventionnelle pour faire du Fenton, c'est une installation comme celle que vous voyez ici sur l'image. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait intervenir, occupe-toi mon ami, un dosage de peroxyde d'hydrogène, un dosage de sulfate ferreux, un dosage d'acide parce qu'il faut se placer à un pH autour de 2,5-3. Et évidemment, il y a un peu de contrôle et tout ça. Le problème avec ce système-là, c'est qu'on manipule des produits chimiques et le peroxyde d'hydrogène, généralement, on l'utilise sous forme de solution concentrée à 30% et qui peut même induire à une explosion et tout ça. Donc, il y a des dangers de santé-sécurité. Les coûts d'opération sont élevés. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un problème d'espace. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a? On regarde un peu, c'est de faire quelque chose plus simple, de façon passive. C'est-à-dire sans intervenir des réservoirs pour doser, des pompes et tout ça. Pour faire cela, donc on a pensé à faire les deux composés qu'on utilise, à savoir le peroxyde d'hydrogène et le fer avec une matrice solide. Alors le fer, c'est simple, on prend une fibre, c'est de la fibre de fer. Et maintenant, on devait chercher quelque chose qui va produire du peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène, il est toujours liquide, on ne peut pas le trouver sous forme solide. Mais en faisant des recherches, on a trouvé que le percarbonate de sodium, le percarbonate de sodium, quand il est en contact avec de l'eau, il va libérer du peroxyde d'hydrogène. Donc c'est gagné. Donc c'est là déjà la première approche innovante. C'est ok. Donc une fois que l'effluent qui est liquide va venir en contact avec du percarbonate de sodium qui est solide, il va libérer du peroxyde d'hydrogène. Première étape de franchie. La deuxième, c'est que maintenant, la solubilité du percarbonate de sodium, elle est assez élevée. Donc, si vous faites passer à un certain débit l'effluent, il va tout solubiliser. Donc, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur ce qu'on appelle de la libération contrôlée. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a fabriqué des pastilles. Le fameux percarbonate de sodium, on l'a fabriqué sous forme de pastilles, avec un mélange de quelque chose. Et on va contrôler la solubilisation du percarbonate selon le besoin.
On a travaillé sur cette formulation. On a fini par la trouver. Donc, ce qu'on fait en fait en bout de ligne, c'est que le cylindre que vous voyez ici, là, c'est ce qu'on appelle un dispenser en anglais. On va remplir les deux tubes avec les fameuses pastilles. L'eau passe par le bas. Il va commencer par solubiliser les premières pastilles en bas. Et dès qu'elles seront finies, les autres vont tomber. Et après, l'eau va continuer pour aller chercher la source de fer dans un filtre qui est celui qui est là-bas, rempli de fibres de fer. Et la seule chose qu'on fait, c'est qu'on ajuste le pH à l'entrée pour qu'il soit dans la bonne valeur. Et puis, il continue son chemin. Et la réaction se fait, l'ajustement de pH, il se fait au milieu là-bas. Parce que quand on fait passer l'eau à travers le percarbonate, le pH monte. Il devient un peu basique. Donc vous voyez un peu, c'est simple. Une seule pompe, on pousse l'effluent à travers des filtres, c'est un cylindre, un filtre, par voie passive, et ça continue, et on fait le traitement. Donc on vient de développer une nouvelle façon de faire du Fenton. Donc c'est un nouveau procédé, quasiment réinventé, qui va faire du Fenton de façon passive. D'ailleurs, ce procédé-là, moi je l'ai appelé le PIF, P-I-F. PIF, c'est comme la fameuse bande dessinée dans le temps. Donc c'est passive, in situ, Fenton. Alors, on a fait des essais avec un effluent qui a 2,14 ppm de phénol, et regardez qu'est-ce qui sort après le traitement, indétectable. Donc tout le phénol a été détruit avec cette façon de faire. Voilà, donc la technologie a été brevetée. Si ça vous intéresse, prenez le numéro du brevet qui est là-bas. Vous allez le télécharger sur Internet. Vous avez tous les détails. La seule chose que vous n'allez pas trouver là-bas, c'est la façon de fabriquer les pastilles pour faire de la libération contrôlée. Ça, c'est maintenu secret industriel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier procédé? Alors, la deuxième technologie, c'est toujours des industriels qui nous ramènent des problématiques. Dans le traitement de surface, toutes les pièces qui vont dans les avions, dans le domaine de l'aéronautique, où il y a beaucoup aussi de pièces qui vont dans les automobiles, elles sont traitées contre la corrosion avec différents procédés. Il y a par exemple, dans ce cas-là, c'est de l'anodisation au chrome. Alors, dans l'industrie de traitement de surface, vous voyez en haut toutes les étapes que subit une pièce pour faire du traitement de surface. Et à différents endroits, il y a de l'eau de rinçage. Ils vont passer la pièce dans un bain chimique, après ils vont la laver. Elle passe dans un autre, elle est lavée. Donc, toutes ces eaux de rince-là, elles vont être contaminées avec du chrome hexavalent très toxique. Alors, actuellement, ce que fait l'industrie, elle utilise l'un ou l'autre de ces procédés-là, que ce soit de l'échange ionique, de la filtration en membrane, traitement biologique, c'est rare, c'est très peu, sinon il y a un peu d'absorption et tout ça, mais le procédé le plus utilisé, ça j'ai eu ce problème-là, alors ici je pense qu'il y a un problème. Je serai obligé de passer les diapos comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Alors, le procédé le plus utilisé, c'est celui que vous voyez ici.
C'est un procédé physico-chimique classique qui a plusieurs étapes. Non, il veut pas parce qu'il y a un problème dans le fichier, mais on le retourne comme il est. On va le faire comme ça. Voilà, ici, ce que vous voyez ici, c'est plusieurs étapes de dosage de produits chimiques. Je ne sais pas si ça pointe. Ça ne pointe pas. Donc, vous voyez en haut là-bas, plusieurs réservoirs. On dose des produits chimiques. On va passer le chrome hexavalent sous sa forme 6+, vers 3+, avec une réduction. pH autour de 2,5, donc on va doser des produits chimiques. On va doser un produit réducteur. Après ça, on va former les fameux CR3+. On va le précipiter en dosant de la soude caustique, pH autour de 10. Après, on va former les petites particules d'hydroxyde de chrome. On va doser un flocculant pour les agglomérer. On va envoyer tout ça dans un décompteur. On va sortir de la boue. On va l'envoyer dans un filtre presse. La boue, elle va aller dans des bacs. Elle va aller dans un site d'enfouissement. Ça, c'est infernal. D'abord, l'environnement, ça massacre l'environnement. Deuxième des choses, c'est très onéreux. Santé sécurité, on manipule des produits chimiques. Ça occupe beaucoup d'espace. Alors, ce défi qu'on nous a ramené, on nous dit, est-ce que vous pouvez faire plus simple que ça? Et évidemment, les industriels, ils veulent toujours que ce soit moins cher. Alors, c'est là où on commence à réfléchir. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est remonté dans le temps. On a trouvé une ancienne technique qui est utilisée par les miniers et comment ils font récupérer de l'or dans le temps. Donc, ils mettaient une barre de fer dans l'eau qui contient de l'or et ils voyaient l'or précipiter et la barre de fer disparaître. Donc, on a essayé de faire copier la même façon de voir. C'est de l'oxydoréduction, toute simple. Il y a le fer qui va s'oxyder, va libérer des électrons. Il y a, dans ce cas-là, c'était l'or ou l'argent qui va capter les électrons. Il va se réduire pour précipiter sous forme métallique. C'est ce qu'on appelle à l'époque la cémentation. Dans notre cas, on ne peut pas transformer le chrome hexavalent en chrome métallique. C'est impossible. Mais on va faire à peu près la même chose que faisait le physico-chimique de tout à l'heure. Dans le fond, c'est aussi simple que faire du troc. On échange un métal avec une autre. L'avantage ici, c'est que le fer n'est pas normé, n'est pas toxique. On va le relarguer en solution, mais vous allez voir après, même ce fer-là, on va le récupérer. Et on va échanger ça avec le chrome. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé toute l'innovation et tourne autour de ce filtre que vous voyez là-bas. C'est un filtre qui a été conçu pour faire exactement tout le processus de ce que vous avez vu tout à l'heure. Réduction, chrome hexavalent, chrome trivalent, précipitation sous forme d'hydroxyde, filtration, récupère les fameux hydroxydes, et après on va recycler ce qu'on va récupérer. Il n'y a aucune boue qui va aller dans les sites d'enfouissement, il n'y a aucun produit chimique qui va être dosé, il n'y a rien du tout qui se passe. En une seule étape, on fait plusieurs réactions. Alors, comment ça se fait tout ça? Ici, vous allez voir ça, c'est le principe un peu de la réaction. Pour qu'il y ait une réaction d'oxydoréduction, si vous faites appel à vos souvenirs de chimie, donc il faudrait qu'il y ait un qui est électron donneur et l'autre qui va recevoir l'électron. Donc, ça joue toujours sur les valeurs des potentiels. Ici, vous avez vu les réactions avec l'argent et le cuivre. Et quand on regarde les deux potentiels des demi-réactions, ça fait l'affaire. On fait la même chose avec le chrome. C'est ces réactions-là qui ont lieu en solution. Donc, vous voyez ici, le chrome hexavalent, il va être réduit en chrome trivalent.
Le fer va devenir fer de plus, mais s'il y a de l'oxygène dans l'eau, il va se transformer en fer 3+. Et la réaction qui fait la précipitation du chrome trivalent en hydroxyle, c'est grâce à cette réaction magique, le fer en contact avec l'oxygène, il va libérer des OH-. Et ces OH-là, c'est eux qui vont servir pour réagir avec les Cr3+, pour précipiter à l'intérieur du filtre. Et la réaction globale, c'est la dernière que vous voyez là-bas. Et le fer 2+ passe en fer 3+, et il va devenir lui aussi en hydroxyde, et il va rester en solution. Donc le filtre, en fait, à la fin, il va faire déjà là deux réactions. Il transforme le chrome hexavalent en chrome trivalent. Il va le précipiter sous forme d'hydroxyde. Mais ce n'est pas encore gagné, parce que les hydroxydes de chrome sont connus pour être de fines particules. Alors il faut faire autre chose aussi pour récupérer ces fines particules-là. Au lieu de doser maintenant un flocculon, on va récupérer ces hydroxydes de fer par filtration. Qu'est-ce qu'on a fait? On a développé une recette pour faire le filtre. On va faire du filtre microporeux. Donc on a rajouté des affaires qu'on ne dit pas dans le brevet. Donc on a fabriqué le filtre pour le rendre un microfiltre. Donc on a fait des tests avant, on regardait les particules, les tailles des hydroxydes de chrome, en testant 1 micron, 1,5, 2, 3, ainsi de suite. On a trouvé la porosité qui est bonne pour arrêter donc ces particules. Et on a travaillé sur la recette pour faire le filtre, de telle sorte qu'il devienne un microfiltre de cette taille-là de porosité. Ça a été très difficile, mais on a réussi. Donc on a fabriqué un filtre qui fait oxydoréduction, précipitation, filtration. Alors c'est ça, c'est ce filtre qui est là, qui fait aussi de la microfiltration, augmente le pH, fait de la précipitation. Alors, dans le fond maintenant, toute l'installation que vous avez vue tout à l'heure, elle devient celle-ci. C'est juste la photo de gauche là, c'est un bac qui contient un ensemble de filtres avec une pompe. That's it, c'est tout. Et on enlève les dosages de produits chimiques, la manipulation, tout ça, tout est simplifié. La beauté de la chose, encore, bon, ici vous voyez les résultats. Hein. Ici, on voit un peu ce qui rentre comme chrome, ce qui sort, c'est quasiment très très bas. La norme à Montréal, c'est 5 ppm pour le chrome. Ici, c'est la courbe qui démontre que le pH réellement augmente à l'intérieur du filtre. Il rentrera autour de 2 à 3, ici, 2,5, 3. Il sort autour de 6. Donc, il augmente. Donc, la réaction a vraiment lieu. Ici, on l'a appliqué aussi au cas du cuivre. On récupère du cuivre. Alors, ça, c'est une application dans une usine qui fabriquent des circuits imprimés. Ils font du plaquage au cuivre et il y a du cuivre qui est relargué dans leurs eaux de rince et ça donne donc une eau qui est contaminée et le cuivre il est normé à 3 ppm. Et vous avez vu ici, vous voyez les résultats ici, là, donc on est toujours très bas que la limite de rejet. Alors finalement, ce qu'on ramène à l'industrie, c'est aussi de faire de l'économie circulaire. Comment on fait l'économie circulaire? La fameuse fibre qu'on utilise pour fabriquer nos filtres, c'est l'un des ingrédients. Même les autres viennent du recyclage. Elles viennent de tout ce qui est scrap de métaux, tous les déchets métalliques ferreux. Quand on va envoyer en fonderie, on va fabriquer des barres. C'est une compagnie chinoise qui nous fabrique ça. Avec la machine qui est là-bas, elle va fabriquer de la fibre.
La fibre, on la met dans les filtres. On va faire du traitement de l'eau. Ici, sur cette photo que vous voyez ici, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du filtre. Donc, cette masse-là qui reste dans le filtre, c'est un mélange de chrome et de fer. Et on envoie en fonderie, on va sortir chrome plus fer égale acier inoxydable. On va sortir des gros lingots d'acier inoxydable. On va les réutiliser pour fabriquer les mêmes composantes avec lesquelles on va fabriquer des voitures ou quoi que ce soit. Et elle fait la boucle. Donc on fait ce qu'on appelle de l'économie circulaire dans le traitement des eaux. Voilà, donc ça c'est la deuxième innovation qu'on voulait partager avec vous. C'est breveté, voici le brevet. Si ça vous intéresse, vous pouvez avoir les détails. Donc les deux innovations ont été développées pour une entreprise qui s'appelle Metafix. Alors comment fonctionne au Canada? L'entreprise qui nous approche, parce qu'elle a une problématique environnementale, on va associer des entreprises, parce que le chercheur au Canada, c'est un gestionnaire d'entreprise. Il ne fait pas juste la recherche comme ça, parce que le gouvernement ne finance jamais 100% des projets de recherche. Il faut aller chercher des sous. Et où est-ce qu'on va les chercher? C'est à l'industrie. Alors, celui qui a la problématique, il va mettre aussi un peu d'argent parce qu'il veut une solution. Et une entreprise qui fabrique des technologies, elle va venir investir. Une banque va venir investir. Il y a des gens qui... Moi, j'ai travaillé sur un projet, c'est un chanteur qui a financé un projet de recherche. Alors que vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait le chanteur chez vous ici? Et le chanteur, lui, il a de l'argent. Il aime l'environnement, il vient investir dans une entreprise qui va développer une technologie. En bout de ligne, la technologie va être commercialisée, il va faire des affaires, il va faire de l'argent. Il peut ne pas faire d'argent, il peut perdre de l'argent parce que si ça n'a pas fonctionné, il va perdre de l'argent. Mais c'est ça, c'est du risque qu'il prenne. Donc c'est ça. Donc nous, on est allé chercher cette entreprise-là. On a développé la technologie pour elle. On prend une partie sur la propriété intellectuelle. Donc à chaque fois qu'ils vendent un système, on a une quote-part sur ces ventes. Et tout le monde est gagnant. Donc sur l'entreprise, maintenant c'est plusieurs entreprises qui bénéficient de cette technologie-là. Ils ont tous débarrassé les anciens systèmes. Là, ils ont juste un petit coin où ils mettent le système et ça fonctionne. Avant, ils avaient tout un gros espace pour faire le traitement avec l'ancien système. Donc, ils ont gagné de l'espace pour l'utiliser pour leur procédé de production. Et le traitement des eaux occupe un petit espace. Moi, sincèrement, ce que je viens faire, c'est que si les gens qui viennent écouter ou voir une conférence, il y a des chercheurs, il y a des étudiants, c'est de leur donner de l'inspiration. Ce que vous pouvez faire maintenant avec ces deux exemples-là, vous pouvez vous y inspirer. Moi, je vous dis, ce qui reste à faire, moi, pour le moment, je n'ai pas le temps de le faire parce que je passe à autre chose, j'ai d'autres projets. Mais là, on a travaillé sur le chrome, on a travaillé sur le cuivre. Peut-être que vous pouvez appliquer le même système pour l'adapter à récupérer d'autres métaux dans d'autres types d'industries. La même chose pour le phénone de tout à l'heure, on a fait les phénols, mais ça peut fonctionner sur tout type de matière organique parce qu'en bout de ligne, c'est de l'oxydation, ça détruit de la matière organique. Donc, vous pouvez initier des projets en testant avec les deux techniques, faire des petits montages, prendre des étudiants et les lancer en master ou en doctorat ou quoi pour faire d'autres projets. Et si vous réussissez, ne m'oubliez pas. Voilà, donc un grand merci pour votre attention. Puis j'espère que j'ai été utile pour vous.